Il y a des auteurs qui ont une fascination profonde pour ce que ressent un personnage et qui pensent que, par le biais de cette immersion et cette sensation et de cette fascination, ce sera plus facile ensuite d'immerger le spectateur au sein d'une histoire. De nombreux auteurs sont fascinés par cette quête souvent difficile, souvent complexe, souvent même presque terrifiante en tant qu'auteur, car elle demande une vraie forme, une vraie force et une vraie maîtrise de ce que l'être humain peut être, mais surtout se doit d'être face à une caméra. Et comme on l'évoquait il y a quelques mois avec Barry Jenkins et le fait de pleurer, il est tout aussi difficile de faire jouer par le cinéma et de faire ressentir au spectateur cette sensibilité à fleur de peau si intense et nécessaire pour comprendre un héros. De nombreux cinéastes donc s'y frottent, se loupent souvent et ne parviennent que rarement à toucher ne serait-ce que du bout du doigt cette idylle de création et de conception cinématographique qui pourrait donner lieu à quelque chose d'unique et de sensationnel, mais sans pour autant que cela affecte l'idée même que leur cinéma veut transmettre. En soi, louper le coche sur un tel objectif reste quelque chose de pardonnable pour le spectateur, tant l'atteindre est un voyage qui nécessite de passer par de nombreuses, voire trop nombreuses étapes. Mais le réalisateur dont on va évoquer ici le portrait et la filmographie a réussi à faire bien plus que simplement le toucher du bout de son doigt. Il a réussi littéralement à en faire la base de son cinéma. En concevant des œuvres aussi sensibles que profondément intenses, en parvenant à développer l'idée même d'immersion par le biais uniquement de l'œil acerbe et évocateur d'un personnage sur un autre, par le biais presque simplement d'un cadrage ou d'une scène écrite comme une anecdote, mais qui ne porte jamais en elle simplement cela, il s'agit d'un auteur qui a réussi à faire ressentir mille et une choses au spectateur, tout en parvenant à développer quelque chose de sensible et d'intense au cœur même de son œuvre. Bien au-delà de simplement avoir réussi à dépasser une barrière de création que peu de cinéastes ont su franchir, James Gray est surtout un auteur qui a toujours su apporter une dimension humaine à quelque chose qui peut sonner comme exceptionnel ou comme simplement difficile à faire rentrer dans cette fameuse case sensible, parce que lorsque l'on peut voir certains de ces sujets, on a du mal à se dire que cela pourrait résonner comme des sujets sensibles ou simplement évocateurs pour le spectateur. Mais c'est toujours le cas chez le cinéaste américain. On ressent chaque élément qui fait partie intégrante de son travail de réalisation et de cadrage, et on sent que cette émotion a été très délicatement apposée sur chaque plan. La première fois que j'ai découvert James Gray, c'est par le biais d'une œuvre qui joue avec l'idée même que l'on se fait du cinéma, soit en imaginant à l'avance tout ce qui va se passer à l'écran, comme si nous étions persuadés de connaître les personnages. Ces personnages, ce sont deux frères et un père. Un frère et un père agent de police et un dernier frère travaillant pour la mafia de New York. Et comme base qui peut sonner comme classique, on peut le dire, c'est clairement le cas. Mais jamais James Gray ne choisit de s'enfermer là-dedans, bien au contraire. Il ne cesse de jouer avec ce que l'on pourrait attendre justement de ce cinéma pour amener toute une batterie de retournements, d'émotions, de sensations qui font que l'on se laisse transporter par ces deux frères et par leur envergure dramatique et narrative. Je ne souhaite pas vous révéler les tenants et aboutissants pour que vous évitiez justement le spoil, mais imaginez Scarface reconçu comme une immense tragédie shakespearienne, et vous aurez une idée de ce que le cinéaste américain souhaite vous transmettre en termes d'émotion. Comme si on devait comprendre que l'émotion, selon Gray, n'était pas simplement une question de compréhension, mais avant tout et presque simplement de ressenti. On pourrait presque décortiquer chacun de ces films avant de réellement et pleinement réussir à cerner comment le cinéaste est passé de Little Odessa à The Lost City of Z, sans jamais perdre de vue cette idée que l'homme au centre de ses récits doit avant tout être un homme qui ne se comprend pas, ou en tout cas qui se cherche au travers des autres, et c'est de là que naît la sensibilité que l'on ressent de manière viscérale et profonde pour chacun de ces personnages et chacune de ces situations. James Gray n'est pas un auteur qui ne veut pas comprendre ses héros, c'est un auteur qui nous laisse l'opportunité de pleinement, par nos propres moyens, nous immerger au sein de son récit pour nous mettre à la place de ces personnages et ainsi faire en sorte que nous ne soyons plus simplement des spectateurs mais littéralement les témoins de la naissance d'une émotion à fleur de peau et délicate qui se meut en quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus intense, finalement, de plus sensible si l'on veut pousser le vice à fond. Une émotion qui devient alors la base d'une tendresse cinématographique qui provient presque uniquement de son cadrage, de son montage et de sa réalisation. Cette tendresse, on la ressent également de manière viscérale dans Two Lovers, qui était pour le coup un projet surprenant après Little Odessa, The Yards et La nuit nous appartient pour James Gray, s'éloignant des familles pour se rapprocher de l'idée que l'on se fait de l'amour et ainsi amener une tendresse et une sensation beaucoup plus personnelle autour de ces personnages, comme pour créer quelque chose de différent dans l'esprit du spectateur et ainsi mettre en relief une nouvelle émotion, une nouvelle sensation pour lui. Cet homme, confronté à ses propres démons, incapable de choisir entre une passion et un coup de foudre, cherchant constamment à plaire à tous tout en étant incapable de se plaire à lui-même, dans le genre tendresse à fleur de peau et sensibilité poussée à l'extrême, le cinéaste nous offre là quelque chose de rare, quelque chose de fort, quelque chose de profond et de généreux qui amène toute une batterie d'émotions et de sensations qui bouleverse littéralement le spectateur, de bout en bout de métrage. Un amour qui reste impossible, mais qui semble transmettre une émotion tellement pure
qu'elle semble avoir été rarement évoquée au sein du cinéma finalement. La beauté de Gray réside là-dedans, dans cette idée que le cinéma est avant tout un art qui ne veut pas forcément créer un sensationnel dans lequel on va greffer ensuite une émotion à fleur de peau, mais plutôt laisser cette émotion prendre pleinement possession du spectateur pour ainsi laisser ensuite le sensationnel, l'extraordinaire, l'imaginaire prendre place délicatement au sein de son cadre et emmener le spectateur dans une direction presque inconnue. Et en tout cas, dans notre cinéma moderne, c'est le cas. James Gray est un auteur qui semble froid au premier abord lorsque l'on voit un de ses métrages. Mais lorsque l'on se plonge dans ses œuvres, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus sensible en un sens. Et c'est cela qui donne lieu à des tours cinématographiques généralement bouleversants, et si ce n'est pas le cas, au moins juste et franc. Et s'il réussit son pari, qui peut tout simplement donner lieu à des chefs-d'œuvre qui seront facilement enseignés dans les écoles de cinéma. Le brio de Gray est tout simplement là-dedans, et je pense que sa dernière réalisation en date l'a prouvé de la plus belle et de la plus intense manière possible au sein du 7e art. Dans ce voyage au tréfonds d'un enfer bercé par le ver et l'apocalypse d'une civilisation confrontée à une autre, d'une forme de passion pour l'inconnu confrontée à un besoin de découvrir quelque chose et de marquer son temps, The Lost City of Z est tout simplement un métrage dantesque, une œuvre folle et immersive qui joue avec brio avec l'idée de sensibilité et de puissance qu'un récit peut avoir, tout en sachant pertinemment à quel moment il faut laisser l'émotion germer au sein du cadre pour qu'elle prenne possession du spectateur. Tendresse pour un ensemble de personnages parfois antipathiques, parfois pathétiques, souvent fascinants, mais avant tout qui se laissent porter par un récit qui sait exactement comment faire en sorte de ne pas nous perdre, sans pour autant avoir besoin d'en faire trop en termes d'émotion et de création. Et c'est cela qui rend le métrage fascinant, à l'image de cette séquence de fin aussi symbolique qu'intense, évoquant l'homme face à son envie, l'avidité d'un peuple face à l'innocence d'une terre, la sensibilité d'un groupe d'hommes face à la découverte d'une nouvelle terre. Chose qui semble être une nouvelle fois présente au sein de son dernier long-métrage, qui semble évidemment beaucoup plus dantesque et grandiose que ses précédents, mais qui par le biais de ses thématiques et de ses réflexions, ne semble pas si éloigné que cela de son cinéma habituel. Je ne sais pas à quoi m'attendre devant Ad Astra, et tant mieux j'ai envie de vous dire, car le film a été tellement soigné par le cinéaste américain, tellement peaufiné et bichonné, à tel point qu'il a préféré éviter Cannes pour ne pas montrer une copie brouillonne de son œuvre, que je suis sûr que James Gray ne nous a absolument pas préparé à ce que nous allons voir cette semaine sur nos écrans. Bien sûr, il s'agira forcément d'une grande, intense et puissante œuvre de cinéma, mais je pense qu'il pourrait bien s'agir de son œuvre la plus fédératrice, celle qui parviendra à la fois à convenir aux fans du metteur en scène, mais également à ceux qui possiblement vont le découvrir avec cette œuvre, qui s'annonce comme l'un des immanquables de cette année cinématographique, du côté des Américains. En attendant une nouvelle fois de voir si le cinéaste américain va être capable de nous retourner complètement le cerveau, et je pense profondément que ce sera le cas.